Bien, chers amis, c'est l'heure. Bienvenue à toutes et à tous à cette 19e édition de Ruralytique ici à Aurillac, dans le Cantal, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci de votre mobilisation autour de ce sujet qui n'est pas forcément simple dans les ruralités, qui est l'inclusion numérique sous ses différentes formes. On a décidé avec le comité de pilotage de Ruralytique de l'aborder sous trois angles différents. Le premier, évidemment, c'est l'inclusion par l'accès au réseau. Hein. Pas de réseau, pas de numérique, donc pas d'inclusion numérique, pas question. Voilà. C'est le socle de tout et ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que les territoires, l'État et bien sûr les opérateurs d'infrastructures sont mobilisés autour de ce plan France très haut débit qui porte ses fruits. Hein. Et on arrive à un moment un peu particulier où finalement les derniers mètres, les raccordements dits longs et complexes, euh, c'est une situation où ceux qui ne sont pas connectés trouvent ça de plus en plus insupportable parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à être connectés autour. Donc voilà, il y a de l'attention à cet endroit-là et c'est important visiblement d'aller au bout, surtout que parallèlement, on a une démarche qui est en cours, hein, qui est le décommissionnement du cuivre ou extinction du cuivre, qui fait qu'à un moment donné, si je m'enlève le cuivre mais qu'on ne met pas de la fibre ou autre chose à la place, je vais me retrouver déconnecté d'office et exclu du numérique de manière extrêmement concrète. Ça, c'est ce qu'on va travailler cet après-midi avec les différents intervenants, avec des virgules, une où on partagera avec AGD, avec la Martinique, un premier regard sur ce qu'on peut faire autour de l'inclusion numérique. On aura aussi un regard un peu latéral sur la manière dont l'agrivoltaïsme ou les énergies renouvelables constituent aussi des enjeux, parce qu'on le voit que par rapport à la question du pouvoir d'achat, on a aussi de l'exclusion qui vient se nicher à cet endroit-là. Et le contrôle des énergies renouvelables, c'est aussi le pilotage de ces énergies-là. Mais pour l'essentiel, on travaillera sur cette question, effectivement, de l'accès au réseau et des conditions derrière qui vont nous permettre de garder ces réseaux en bon état et de les faire évoluer au fil du temps. Aujourd'hui, le plan France très haut débit a prévu un certain nombre de financements pour déployer le très haut débit. Quid après? Ça va être un gros sujet, effectivement. Demain matin, on travaillera sur deux autres aspects de l'inclusion numérique, qui sont l'inclusion par l'accès aux droits. Aujourd'hui, on s'aperçoit, c'est le CESE, et d'ailleurs Isabelle Dorès, rapporteure d'un avis du CESE sur ces questions-là, sera avec nous le matin. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de renoncements à l'exercice des droits. Sur le RSA ou le minimum vieillesse, on est entre 30 et 40%. Donc, quelle est la part du numérique là-dedans? Évidemment, pour des gens qui sont déjà en situation de fragilité sociale, les pratiques numériques sont loin d'être évidentes et le fait de passer par de la démat avec des services publics qui quittent nos ruralités, ça a un petit côté aggravant, évidemment. Et puis, on finira sur une note plus optimiste qui est l'inclusion par l'accès aux chances. Aujourd'hui, se former, se cultiver, accéder à la connaissance, entreprendre dans les territoires ruraux, tout ça est rendu possible par les infrastructures citées plus haut. Et les territoires, les élus locaux peuvent effectivement soutenir ce mouvement-là. C'est aussi cette chance et cette intuition de Cybercantal dès 98 de dire bah, finalement la révolution numérique, elle permet à chacun demain de travailler d'où il veut. Voilà, pas où il doit le faire, mais bien où il a envie de le faire. Et quand on regarde le mouvement général d'exode urbain, qui est fin, puisque c'est plus 30 000 personnes par an, euh, néanmoins, il est réel et il y a une aspiration peut-être à quitter la congestion des villes pour s'installer peut-être demain à la campagne. C'est un mouvement de notre société et il est rendu possible par le numérique. Et puis jeudi matin, on fera le point sur les actions à conduire justement pour mettre en œuvre des politiques d'inclusion numérique dans nos territoires et on le fera en concertation avec les acteurs que sont les conseillers numériques et les médiateurs numériques. Voilà. Sans plus attendre, je vais inviter donc les intervenants de la première table ronde à me rejoindre. Si vous souhaitez prendre une bouteille d'eau au passage, j'en ai disposé près des escaliers. Et j'appelle donc Bruno Faure, Pierre Matonnier, François Blouvac, Judith Ardon, Bernard Delcros, Frédéric Espagnac et Élodie Marot à prendre place.
Merci d'être avec nous tous les 7 pour porter des regards différents, hein, évidemment, heu, de vos points de vue propres, hein, point de vue d'un président de département, point de vue d'un maire et président d'agglo, point de vue d'un sénateur, d'une sénatrice, point de vue d'une vice-présidente des maires ruraux et elle-même maire dans son territoire, maire rural. Et puis le point de vue de François Gauvac pour la Banque des territoires, qui est aujourd'hui le bras armé de l'État sur un certain nombre de politiques, dont les politiques d'inclusion numérique. Donc, première question, et tout seigneur, tout honneur, en l'occurrence, je vais demander à Bruno Faure, puisque le département du Cantal est à l'initiative de Ruralytic depuis 2005, eh bien, voilà, de vous souhaiter le bon accueil, comme chacun d'entre vous ici, Bernard, Pierre, madame la préfète pourrait le faire. Voilà, d'ouvrir ce débat-là et de rappeler l'aventure Cybercantal aussi et la manière dont tout ça doit s'articuler avec des pratiques possibles pour les gens, les vrais gens, parce que tout ce qu'on dépense comme argent pour le numérique n'a de sens que si les gens peuvent l'utiliser. Oui, alors déjà, bonjour à tous et bienvenue dans le département du Cantal et très heureux d'ouvrir cette 19e édition de Ruralytic parce que vous l'aurez compris, le département du Cantal s'est emparé du sujet numérique depuis longtemps. C'est vrai qu'à l'époque, on avait installé dans toutes les communes un ordinateur, un accès voilà, ouvert à la population. Et puis depuis, ça s'est largement développé avec le haut débit, le très haut débit, et puis aujourd'hui, j'allais dire, le déploiement de la fibre, qu'on ne fait forcément pas tout seul, on le fait au niveau auvergnat et au niveau régional avec une régie hein, sur quatre départements. Alors c'est vrai que ça a été dit, mais tu l'as dit en introduction, je crois que c'est les thématiques qui sont avancées. Déjà, il faut de l'infrastructure. De l'infrastructure, il n'y a pas que la fibre, hein. Il y a la téléphonie mobile, c'est important, et c'est pas fini. Ce qui me laisse le temps, puisqu'on a quelques représentants de l'État qui sont là de dire que sur le programme New Deal, oui, c'est bien, mais il va encore nous manquer des pylônes dans le département du Cantal, et je suis pas sûr que le département du Cantal qui soit concerné. Donc, ça serait bien qu'il y ait une nouvelle phase de New Deal au niveau national. Sur le déploiement de la fibre, là aussi, l'ensemble des collectivités investissent au niveau national. C'est un peu la course. La course, et c'est essentiel en termes d'attractivité déjà. Hein. Aujourd'hui, on n'attire pas quelqu'un chez nous parce qu'on a la fibre. Simplement, on n'est pas un repoussoir. On n'est plus un repoussoir si on l'a. Voilà, parce que tout le monde se déploie en même temps, donc il faut aller vite. C'est un sujet important. Après, il y a effectivement pourquoi faire. Pourquoi faire. On déploie effectivement l'ensemble de ces outils. C'est vrai qu'au niveau du département du Cantal, on a utilisé le haut débit, le très haut débit, le numérique pour tout un tas de choses. Hein, ça a été dit. Au début, les premières expérimentations sur la télémédecine sont parties du département du Cantal. Il y avait eu un appel à projet fait par la CEPAM et on avait été retenu, et ce qui a permis de valider tout ce qui est télémédecine. C'est important. Et puis, on s'est emparé, bien évidemment, de tout ce qui était éducatif parce que c'est important, et puis c'est de l'inclusion, puis j'allais dire aussi, c'est de l'attractivité. Hein, ça permet de faire voir à des gens qui imagineraient venir dans le Cantal que, ben voilà, faut pas avoir peur. Hein, nos écoles sont parfaitement équipées. Et quand je parle des écoles sur la compétence départementale, bien évidemment, c'est les collèges, mais on a été jusqu'aux écoles primaires. Et puis maintenant, on est depuis quelques années sur l'enseignement supérieur avec des campus connectés, parce que là aussi, on a un département rural. On est, je crois que l'exemple même du département très rural, difficulté d'accessibilité et j'allais dire difficulté d'en sortir des fois aussi. Et donc, il faut savoir que dans le département, mais c'est à l'image de départements ruraux, hein, on est 36 points en dessous de la moyenne nationale sur les jeunes cantaliens qui suivent un enseignement supérieur. Parce que éloignement, peut-être appréhension, peut-être difficulté sociale, des coûts, comment on finance un enseignement supérieur. Alors même si le département investit, là aussi c'est pas notre compétence, mais on investit pour accueillir
l'université d'Auvergne dans le département. On a une unité avec 3 départements, mais c'est pas suffisant. Tous les cantaliens vont pas faire de la biologie, des statistiques décisionnelles ou de la gestion. Il faut qu'on soit capable d'offrir d'autres choses. Et ces campus connectés, c'est un réel moyen que de donner, enfin, j'allais dire, une chance aux jeunes cantaliens de poursuivre un cursus. Mais en même temps que je dis ça, j'allais dire, faut pas que ce soit le moyen des pauvres non plus. Et je vais aller plus loin parce que sur la culture est en lien aussi avec l'État, hein, tout ce qui est les microfolies. Oui, on amène le Louvre dans le Cantal, mais faut pas que ça nous empêche d'aller voir les œuvres en vrai. Voilà, on compense des difficultés. Ça c'est essentiel, c'est important à mon sens. Mais voilà, faut bien qu'on prenne le numérique et c'est ce qu'on essaie de faire au niveau du Cantal. Voilà, on essaie de compenser un handicap, mais on ne fera jamais à la place d'eux. Voilà. Et donc, ça amène toute la réflexion sur le numérique, c'est que bien souvent, lorsqu'on réfléchit numérique, alors bon, il y a les infrastructures, on fait des infrastructures, on se dit quels sont les services. Au niveau du département, on dématérialise tout ce qu'on peut dématérialiser. En ayant dans l'idée, ça ira plus vite, ça va nous alléger le travail aussi. Mais parfois, on oublie l'utilisateur. On oublie l'utilisateur. D'exemple, moi, j'ai essayé de changer une carte grise sur le truc de la NTS. J'ai mis 3 semaines pour y arriver. Parce qu'on a des modules, enfin, on réfléchit pas souvent pour l'utilisateur, on réfléchit souvent pour notre utilisation que l'on peut avoir, qu'on soit une administration ou autre. Et là, il faut qu'on change un peu la vision si on souhaite véritablement faciliter l'inclusion. Parce que vous pouvez avoir été sensibilisé à l'utilisation du numérique, mais lorsque le formulaire ou lorsque la démarche est illisible, incompréhensible, ben vous êtes comme les autres, ça ne marche toujours pas. Voilà, donc le numérique, c'est important, mais c'est un travail, j'allais dire, de tous les jours. Et ce qu'on essaie de faire au sein de la collectivité, c'est lorsqu'on déploie du numérique, c'est véritablement de le réfléchir du côté de l'utilisateur et non du côté de la collectivité. Mais j'allais dire que tous les secteurs aujourd'hui sont utilisés, hein, pour les collectivités, tout est dématérialisé, enfin, etc. Voilà, mais c'est tout le travail que l'on essaie de faire avec ça, que ce soit au niveau social et bien sûr au niveau du département avec nos bus. Nous allons sur le territoire du vrai. C'est vrai qu'on anime les territoires où il y a des animateurs sur le numérique. On essaie effectivement d'organiser des sessions de sensibilisation, d'appropriation du numérique sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est valable à condition que toutes les applications soient utilisables, facilement utilisables et lisibles par les cantaliens. Je ne sais pas si j'ai répondu, je peux durer beaucoup plus longtemps, mais je ne suis pas Ah, mais tout seul. on pourrait y revenir. Parce enfin, il y a cette dimension-là. Il y a aussi, donc on l'a compris, compenser oui, remplacer non. Ça, c'est la première chose. Oui, que les microfolies donnent à nos enfants l'envie d'aller au Louvre, oui, mais qu'ils puissent y aller. Ça, c'est la première chose. Bien sûr, hein, ce que je disais, voilà, il ne faut pas que ce soit la culture du pauvre. Parce que voir une œuvre sur un écran, c'est bien. La voir en vrai, c'est complètement différent. Et puis, il y a le cadre, Il y a le lieu. il y a le lieu. Et je crois que ça, c'est important. Mais c'est essentiel, effectivement, de rompre avec cette problématique de distance. Et derrière, ce qu'on entend également dans votre propos, Bruno Faure, c'est l'ergonomie finalement. C'est C'est-à-dire qu'on a commencé la dématérialisation en prenant des formulaires très compliqués et en les copiant sur le net. c'est ça, et voire même une petite déformation. Ça, je le dis souvent à mes services. Une petite déformation, c'est comme c'est du numérique. Bon, on peut demander des pièces justificatives complémentaires, supplémentaires, qui servent de strictement à rien. On n'en avait pas besoin avant. Mais ça, c'est une maladie que l'on peut avoir. Il faut, on est dans, c'est-à-dire le numérique, ça permet d'aller au plus proche, et il faudrait que ce soit au plus simple. Voilà, c'est pas parce que c'est du numérique qu'il faut multiplier les choses, et ça, voilà, bon, c'est un état d'esprit. C'est bien Et compris. alors, si je vais Oui. plus loin aussi, hein, c'est simple, donc ben, on supprime l'accueil physique. Eh ben, non, c'est pas possible non plus. Alors là, c'est
vis-à-vis du département. Avec nos travailleurs sociaux, c'est toujours la bagarre parce que aujourd'hui, il y a quelques organismes que je ne vais pas dénoncer, mais qui matérialisent leur accès par des plateformes ou autres, mais n'accueillent plus le public. Donc, ce sont les assistantes sociales du département qui portent assistance aux personnes pour remplir des dossiers, des formulaires, d'autres services. Et moi, pendant qu'elles font ça, elles ne font pas leur métier premier. Voilà, donc ça, c'est les réelles bagarres que l'on peut avoir. Le numérique, c'est bien, ça rapproche, mais il faut que ça simplifie et il ne faut pas que ça rende encore plus complexe les démarches. Merci beaucoup Bruno Faure. Je rappelle également que vous avez mis en place la solution Soleguide, on en parlera demain, mais qui est justement un outil d'aide non seulement aux personnes en difficulté pour accéder aux aides sociales, mais également un bel outil pour les travailleurs sociaux du département. Pierre Matonnier, je vous laisse vous aussi nous proposer votre accueil républicain à nos amis d'aujourd'hui, et puis décrire la démarche que vous avez initiée il y a 5 ans en faisant, à ma connaissance, le premier plan communal d'inclusion numérique, et nous en dire les développements actuels. Écoutez, donc bonjour à tous, bienvenue à Aurillac, sous le soleil, hein, et puis ça fait démentir la météo puisque c'est pas la ville la plus froide, hein, vous avez pu le constater. Cet après-midi, il fait très chaud et c'est une ville du sud-ouest. Donc, bien sûr, merci aux intervenants d'être présents. Le sujet de l'inclusion numérique, pour moi, est essentiel pour le maire et le président de l'agglo que je suis, parce que c'est un sujet fondamental. On a beaucoup investi sur les réseaux. Alors nous, on avait la chance d'être une zone amie, c'est-à-dire que le coût n'était pas directement porté par nos collectivités. Il y avait des prestataires qui s'étaient engagés à fournir les structures de fonctionnement. Mais le sujet pour le maire et pour une collectivité territoriale en milieu rural, hein, parce que Aurillac, c'est une ville-préfecture, mais j'ai l'habitude de dire que c'est une ville à la campagne, c'est cette inclusion numérique qui doit être toujours interrogée parce que on a tous l'impression que tout le monde connaît les démarches de base sur faire fonctionner un ordinateur, remplir un dossier, et puis eh bien on s'est interrogé là-dessus avec cette EPN, cet espace public numérique, qui permettait de répondre. Mais ce que l'on a constaté, c'est que les besoins aujourd'hui indispensables, eh bien, on avait perdu le contact avec les citoyens. Donc, on a programmé une fois par an une journée du numérique où on mobilise tous les acteurs qui ont des intervenants, des éducateurs, des soutiens, comment ça s'appelle, des prestataires, le terme technique, je ne me reviens plus, mais des médiateurs du numérique, et qui aujourd'hui, eh bien, sont disséminés sur les centres sociaux, sur les associations, sur la Poste, hein, avec des médiateurs numériques aussi. Et on a convenu, on a fédéré ces 20 ou 30 acteurs du territoire sur la commune d'Aurillac, et on a interrogé les citoyens avec une démarche de sondage et des questionnaires pour tester leur agilité numérique. Et ce qu'on a découvert, eh bien, c'est que eh bien, on a eu 400 réponses, ce qui est significatif à l'échelle de la ville d'Aurillac, hein, puisque c'était des questionnaires qu'on faisait remplir en direct auprès des personnes. Et on a découvert qu'il y avait des besoins importants, même sur des gestes de base, parce que c'est pas parce qu'on a un smartphone qu'on sait remplir un dossier de CAF. C'est pas parce qu'on a un smartphone qu'on sait faire fonctionner un ordinateur. Et donc toutes ces règles de base, eh bien, on les a interrogées avec un questionnaire et on a eu le retour. Et les retours ont été surprenants parce que les besoins, hein, à l'échelle de ce qui est apparu sur les 400 questionnaires de réponse, le premier sujet, c'était mettre en forme des documents. Et 74% des réponses, c'était le premier besoin. Et juste à côté, c'était remplir les démarches administratives, où ça a fait 73%. Donc ça veut dire concrètement que ces gestes de base, 65%, c'était apprendre à utiliser un ordinateur. Alors tout ça, on a l'impression que c'est déjà bien inculturé, alors que non.
Et donc, avec les 20 ou 30 associations ou prestataires qui nous accompagnaient dans cette opération, eh bien, on a dressé le portrait robot, on a répondu aux personnes pour qu'elles puissent avoir une réponse concrète, d'où l'EPN, d'où les centres sociaux qui portent des actions sur le numérique, d'où toutes ces actions qui sont menées au plus près des citoyens pour les accompagner, pour remplir les documents administratifs. Alors, je rejoins Bruno Faure sur la complexité parfois de certains documents, parce qu'il y a peut-être des complexités qu'il faudrait réduire. Il faudrait bien se situer du point de vue de l'utilisateur. Mais il n'empêche que même le geste de base d'ouvrir et de programmer une tablette, eh bien, les gens ne savent pas. Donc, il y a un vrai sujet de médiation au plus près des citoyens. Et ça, c'est la volonté que nous avons avec cette EPN. Et cette EPN, il a des chiffres. Hein. Nous avons eu alors 612 adhérents à l'EPN, bon, commune de 26 000 habitants. Donc, ça donne l'idée du poids. Hein. Ça fait quand même un poids relativement important. 964 personnes qui sont passées à l'EPN, donc qui ont subi soit un accompagnement individuel, soit un accompagnement collectif, donc des cours ou des prestations, puisque nous avons la CAF, la MSA ou d'autres prestataires qui profitent de l'EPN pour justement former leurs usagers. Et puis un peu aujourd'hui ce qui est la face cachée. Alors demain, il y a les Jeux paralympiques, mais les personnes en situation de handicap qui sont un peu les oubliés du numérique. C'est peut-être encore les plus relégués parce que techniquement, quand vous êtes non-voyant, quand vous êtes sourd, c'est des sujets où on doit avoir des équipements adaptés. Et à l'EPN, justement, il y a ces équipements. Donc, si demain vous allez visiter l'EPN, je crois qu'il y a une visite qui est prévue, eh bien, vous pourrez constater in situ ces équipements qui permettent l'inclusion numérique, y compris des personnes en situation de handicap. Donc, on travaille beaucoup avec l'Association des paralysés de France, beaucoup avec l'Association des sourds et malentendants, et on agit avec ces prestataires pour inclure encore plus les personnes en situation de défaillance auditive, visuelle ou mobilité. Voilà. Merci Pierre Mattoni. Alors c'est vrai que la question du handicap, elle est de saison, si j'ose dire, avec les Jeux paralympiques qui démarrent. Mais aujourd'hui, vous le savez, on le sait tous, et c'est pas se battre la coule que de le dire, mais 95% des sites web publics ne sont pas accessibles aux personnes porteuses de handicap. Et c'est voilà, il y a donc là, on a évidemment un chantier dans les 30 à 40% de personnes dont on parlait qui sont éloignées du numérique. Évidemment qu'en première ligne, il y a aussi ces personnes porteuses de handicap. Et peut-être pour compléter, donc cette expérience qu'on avait fait l'année dernière, donc on avait dit la journée du numérique, eh bien les 10 heures du numérique. Les 10 heures du numérique, elle va être renouvelée cette année le 5 octobre, et donc on va aller de nouveau vers les habitants et leur poser directement les questions pour les mêmes questions que nous avions posées l'année dernière, et pour inviter ces personnes-là à aller au plus près des solutions qui sont proposées soit par les associations, soit par les centres sociaux, enfin tous ceux qui participent à cette opération, de façon à répondre concrètement à leurs besoins directs. Merci. Et merci d'avoir signalé effectivement les visites de demain après-midi. Il y a 3 sessions de visite au départ du stand de l'atelier qui est au rez-de-chaussée près de l'accueil. 14h30, 15h30, 16h30. Vous pourrez partir à l'atelier qui est à 5 minutes à pied et voir ce qu'on y pratique et voir quels sont les modules qui peuvent être proposés et à quel type de public. Et puis à 14h45, il y aura aussi un départ pour visiter le campus connecté d'Aurillac qui a été évoqué par Bruno Faure. Quand on entend effectivement cette mise en relation, cette mise en commun des différents acteurs de l'inclusion, François Blouvac, on retrouve, et également Élodie Marot, on retrouve un peu l'esprit de France Numérique Ensemble, hein, le nouveau dispositif de gouvernance partagée locale. Donc voilà, l'importance de s'organiser autour de ces sujets de l'inclusion et puis
plus rapidement, je vais vous demander, François, puisque c'est votre sujet, voilà, de nous donner les différents aspects de l'inclusion selon vous et la manière dont aujourd'hui ça se met en route, ça se met en place dans les territoires. Oui, merci. Bruno Faure et Pierre Matonnier ont insisté sur un point qui nous semble essentiel, c'est que si on veut être à la hauteur de la promesse que le numérique nous tend, c'est-à-dire cette possibilité d'accéder en tout lieu, en tout temps, plus efficacement, plus rapidement à des services, à la culture, à notre vie sociale, il faut que on puisse accompagner les personnes qui rencontrent des difficultés. Et le nombre de personnes qui rencontrent des difficultés est très important. D'ailleurs, il n'est pas forcément homogène. On est peut-être un jour intégré et totalement inclus dans des usages numériques, et puis on se fait dépasser et on a besoin, confronté à une démarche administrative, d'être aidé, accompagné, remis à niveau pour avancer. Très souvent, les personnes qui travaillent dans les francs services nous donnent comme anecdote, et ça revient de façon assez régulière, le cas de jeunes qui rentrent en pianotant sur leur téléphone portable et qui sont visiblement connectés sur des réseaux sociaux et qui sont totalement démunis lorsqu'il s'agit de réaliser une démarche administrative. Donc cette difficulté, l'inclusion numérique, elle est protéiforme. C'est pas simplement le problème des personnes les plus âgées, c'est pas un problème générationnel, c'est un problème éminemment social et qui est important. Alors, les chiffres qui pour peut-être fixer un peu l'ordre de grandeur de ce que doit adresser cette exigence d'inclusion numérique, c'est que un tiers des Français déclarent rencontrer des difficultés pour utiliser pleinement les outils numériques. C'est une étude qui a été faite dans le cadre du baromètre du numérique en 2024. Mais au-delà des usages, il y a aussi l'accès à l'équipement, l'accès, on l'a dit, au réseau. Et là-dessus, malgré les progrès importants, on continue à avoir des pans importants de la population et les zones rurales sont plus touchées que l'ensemble de la population dans ces difficultés, puisque 16% de la population française n'a pas de connexion Internet fixe à domicile, c'est 26% en zone rurale, 16% n'a pas d'ordinateur à usage personnel et 23% en zone rurale, et 13% n'a pas de smartphone, et c'est 23% en zone rurale. Donc, on voit bien que si ces chiffres constituent des millions de Français, je l'ai dit, ils ne se recoupent pas forcément. Donc, on a une part importante de la population qui peut être totalement exclue de dispositifs qui, parallèlement à ça, seront de plus en plus dématérialisés. Et c'est particulièrement vrai pour l'ensemble des démarches administratives. Le président du département évoquait la dématérialisation des services du département. Je passais tout à l'heure devant le département, on peut scanner sur un QR code pour avoir accès à telle et telle information. Donc, ces éléments-là, c'est un processus irréversible. Il faut donc, de façon absolument essentielle, que la prise en charge des personnes qui rencontrent des difficultés soit organisée. Vous avez évoqué ce qui était mis en place aujourd'hui par l'État, mais pas simplement par l'État. Et d'ailleurs, dans les exemples qui ont été donnés à l'échelle du département et de la ville, chaque fois, on a des coproductions de politiques publiques. L'État a mis en place des dispositifs et les collectivités territoriales viennent les accompagner, parfois sortant de leurs prérogatives de compétences obligatoires. C'est le cas sur l'enseignement supérieur avec ce qui se passe sur les campus connectés. Nous sommes l'opérateur pour le compte de l'État des campus connectés et les quelques 90 campus connectés qui sont déployés aujourd'hui sont autant de situations différentes, mais montrent que lorsqu'on a une collectivité, l'université, l'État qui accompagne, on peut créer des situations absolument exceptionnelles où on permet à des gens qui, pour des raisons d'éloignement, pour des raisons sociales, pour des raisons psychosociales, n'auraient jamais pu accéder à l'enseignement supérieur et peuvent, grâce à la dotation en matériel, grâce à ce que le numérique permet de faire à distance, continuer à travailler. Et pour autant, pour rester sur cet exemple des campus connectés, la raison du succès de ces opérations, et on le verra demain en le visitant, c'est que les étudiants sont accompagnés. C'est que les étudiants peuvent, comme le disait le président du département, pouvoir accéder à l'université à laquelle ils sont rattachés. Parce que le but n'est pas de les enfermer
sur leur territoire parce qu'ils ont des difficultés à en sortir, c'est de leur permettre à la fois d'accéder à l'enseignement supérieur, mais aussi d'ouvrir une possibilité et de faire que peut-être la première année, la deuxième année sera passée au sein du campus et qu'ensuite ils pourront retrouver un campus physique sur un autre territoire. Donc, les éléments qui sont en place aujourd'hui reposent sur quelques politiques publiques qui sont résumées dans cette ambition de mettre en place des feuilles de route territoriales autour donc de France Numérique Ensemble, qui est cette ambition à l'échéance 2030 d'améliorer cette inclusion numérique. Moi, je voudrais insister sur peut-être quelques éléments qui sont bien identifiés. On a vu tout à l'heure le bus France Service que la Banque des Territoires a cofinancé avec le département. Et France Service est, je crois, l'élément le plus exemplaire aujourd'hui de ce qui peut être fait en termes d'inclusion numérique, puisqu'on a un dispositif qui a été rapidement déployé, 2750 France Service, et le sénateur Delcros a commis plusieurs rapports importants sur le sujet. Nous travaillons étroitement ensemble sur ces questions. Donc, ces lieux permettent à des usagers de retrouver un contact avec les administrations publiques qui dispensent des services au sein de ces France Services. Il y a 11 opérateurs nationaux qui aujourd'hui sont accessibles, et sans nier la dématérialisation, la possibilité d'accéder, y compris avec des expérimentations autour de l'IA générative pour lutter contre le non-recours au droit, faciliter la réponse apportée à des questions compliquées de droit auxquelles pourrait avoir droit tel ou tel usager, ont remis de la relation. Parce que lorsqu'on se connecte à un service dématérialisé, c'est qu'on sait précisément ce qu'on veut faire. Or, on constate dans les France Services que les gens qui viennent ne savent pas forcément exactement ce qu'ils cherchent. Ils ont un problème, ils décrivent une situation sociale, mais ne savent pas que là, c'est la CAF, là, c'est la CNAM, là, c'est tel ou tel opérateur public qui pourra y répondre. Et donc, découvrir qu'on peut accéder à des droits, découvrir être accompagné, être intermédiaire dans sa relation aux services sociaux est absolument essentiel. Donc, la Banque des Territoires, son rôle dans tout ça, je l'ai rapidement dit, c'est d'accompagner ces politiques publiques. Notre mission, c'est vraiment territorialiser de la politique publique. On le fait avec des mandats que nous confie l'État. On le fait aussi en fonds propres, sur nos propres moyens. C'est le cas sur France Service. Et nous avons financé une partie importante du déploiement des 2750 France Service que j'évoquais tout à l'heure. Et désormais, nous avons deux dispositifs. L'un sur une stratégie d'aller vers, continuer à aller chercher des usagers qui ne connaissent pas encore les France Services pour leur permettre d'y accéder et d'en découvrir les bénéfices. Et le sénateur Delcros a présidé un jury sur un appel à manifestation d'intérêt où nous avons sélectionné une quinzaine de projets qui, partout en France, vont tester des solutions innovantes sur le aller vers, là, aller chercher des gens, là, un triporteur, là, de l'accompagnement de tel ou tel type de public fragile, et donc de favoriser ce type de manifestation. Et puis, nous avons un AMI beaucoup plus important qui a pour objectif d'accompagner 1000 France Services en France sur les 2750 en permettant d'améliorer l'organisation de ces lieux. C'est une politique publique qui a été créée en très peu de temps. Finalement, en 4 ans, on a déployé ce service. Ça s'est fait très rapidement. Les collectivités ont été très réactives. Et désormais, on pense qu'il y a un intérêt à en faire monter en gamme le service, gérer les questions des attentes, gérer la signalétique, le confort des conseillers qui y travaillent et le confort des usagers qui les fréquentent. Donc la Banque des Territoires continue à accompagner ce dispositif. Et enfin, dans ce dispositif, je voudrais aussi évoquer ce que nous faisons avec la Poste. Vous savez, la Poste est désormais fait partie du groupe Caisse des dépôts et nous avons cofinancé avec la Poste un certain nombre d'opérations, et en particulier une opération destinée à des territoires ruraux, avec une expérimentation sur 5 départements de camions jaunes. La presse en est fait largement l'écho, qui sillonnent des petits villages qui n'ont plus de présence postale, ou qui n'en ont pas, ou qui n'en ont peut-être jamais vu, parce qu'on est sur des tout petits villages, et qui vont essayer de rapprocher les usagers des services auxquels ils pourront accéder dans la France Service qui leur est destinée. Voilà. Donc,
On a ces dispositifs-là sur la partie France Service. Nous sommes aussi opérateurs d'un dispositif qui s'appelle conseiller numérique. Là, donc les 4000 conseillers numériques qui sont dispensés sur tout le territoire. On a croisé tout à l'heure une personne qui est voilà, qui est salarié de la ville. Et donc, nous gérons ce dispositif. Et ce sont des personnes qui vont au contact des usagers pour aider. Là, une personne a les situations que vous décrivez, a du mal à utiliser son smartphone, ne sait pas comment réaliser une démarche. Donc, voilà, si on devait résumer une chose, c'est cette intermédiation, c'est la condition sine qua non pour que la promesse du numérique puisse être remplie et qu'on puisse avoir demain des usagers informés de leurs droits, informés de la façon dont fonctionnent les services qui leur sont proposés par voie dématérialisée, et puis ne pas opposer numérique, éloignement et cette nécessité de proximité pour continuer à faire que les services publics soient une interrelation entre des usagers et des hommes et des femmes qui apportent ces services. Merci François Blouvac. Donc pour l'instant, si j'ai bien compris, 2550 France Service. J'ai bien compris qu'on disait plus. 2750. 2750 maisons. Et une annonce a été faite au printemps dernier oui, de monter ce chiffre à 3000. D'accord. Peut-être juste pour préciser, il y a, sur les 2750 existantes aujourd'hui, à peu près les 2/3 sont en zone rurale. Voilà, c'est quand même, c'est très typé pour l'instant France rurale, et les 300 supplémentaires qui ont été annoncés vont plutôt venir compléter le dispositif avec un mix entre des quartiers dits politiques de la ville et l'État souhaite pouvoir utiliser les sous-préfectures, y compris les locaux, pour pouvoir, pas dans toutes les sous-préfectures, mais pouvoir flécher quelques France Services supplémentaires dans des sous-préfectures qui redeviendraient des lieux d'accueil du public pour dispenser les services habituels des France Services. Et les conseillers numériques France Service, eux, il y en a 4000 aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il y a des perspectives d'une nouvelle ouverture de recrutement? Alors, on les a appelés en effet à l'origine conseillers numériques France Service, qui laissait entrevoir une ambiguïté parce qu'ils ne sont pas forcément dans des France Service. Oui. Donc on les appelle plus facilement aujourd'hui conseillers numériques. Alors on dit plus maison France Service. On dit France Service et on dit plutôt conseillers numériques puisque ils sont présents pour certains d'entre eux à un moment de leur temps de travail dans une France Service, mais pas uniquement, et sont dans là une médiathèque, là une étape numérique, là voilà, donc dans des lieux publics qui accueillent du public. Et est-ce qu'il y a des perspectives d'en recruter de nouveau, une nouvelle vague de 4000? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. La question qui se pose aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, c'est comment est-ce qu'on peut pérenniser ce financement? Ce financement donc est à la charge des employeurs, des collectivités, des associations, des centres sociaux, avec une participation de l'État. Et bien évidemment, quelle pérennité, sachant que il faut aussi travailler à ce que le professionnalisme de ces personnes soit reconnu. On les forme, c'est la Banque des territoires qui assure la formation initiale et continue de ces conseillers numériques. C'est dommage de former quelqu'un en formation initiale et que 2 ans après, parce que son contrat ne peut pas être pérennisé, va partir. Donc, il y a un travail qui n'est pas abouti aujourd'hui sur la question de la pérennité des financements pour pouvoir accompagner ce dispositif. On a le même problème sur les réseaux, on y reviendra. Merci François Blouvac. Judith Ardon, vous êtes maire de la commune de Nogaret, en Haute-Garonne, vice-présidente de l'association des maires ruraux de Haute-Garonne et membre de la commission numérique de l'association des maires ruraux de France. Vous êtes vous-même, vous travaillez dans le numérique, hein, on ne va pas le masquer, donc vous êtes particulièrement mature sur ces sujets-là. Comment vous regardez à la fois la réalité de l'inclusion numérique, parce que dans votre mairie, vous avez certainement un ou une secrétaire de mairie qui fait au quotidien de l'inclusion numérique. Comment vous regardez l'inclusion numérique des élus eux-mêmes et comment vous regardez les dispositifs qui sont mis en place et leur efficacité? Alors déjà par rapport à tout ce qu'on a pu entendre là depuis le début, il y a quelques mots qui reviennent. Il y a inclusion, mais il y a exclusion. Il y a aussi accompagnement. Et on sent l'incompréhension et le côté où les usagers sont démunis vis-à-vis de les usagers, mais en fait tout le monde.
est démuni vis-à-vis de ce qu'on lui demande ou ce qu'on lui propose. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc, l'inclusion numérique, c'est un terme un peu fourre-tout, mais en fait, si on le regarde de près, ça inclut l'histoire globale du numérique. C'est aujourd'hui, après 40 ans, depuis qu'on a les premiers ordinateurs personnels, on se demande si les gens savent utiliser le numérique. Pourquoi? Parce qu'il est devenu incontournable dans plein de points de la société. Oui, au niveau des services de l'État, mais à tous les niveaux. Au niveau de la communication, au niveau de l'enseignement, à tous les niveaux, le numérique est incontournable. Et on s'aperçoit que, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, les gens la majorité des gens ne savent pas ou savent mal utiliser ces outils-là. Puisque d'un ordinateur ou d'un smartphone, il n'y a pas grande différence. Aujourd'hui, on a tellement abordé le problème numérique par la technique, alors que ce n'est pas un problème technique. La technique, ça se résout facilement. Par contre, la compréhension, c'est autre chose. Et on a loupé la formation, l'enseignement sur mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment. Voilà, on est resté focalisé sur la technique et on a relégué à des techniciens ce problème. Donc aujourd'hui, on arrive devant un petit problème où on se dit mais on veut passer beaucoup de choses par le numérique, beaucoup de choses y passent et les gens ne savent pas faire ou savent mal faire. Vous donniez tout à l'heure l'exemple d'un jeune qui arrive en pianotant sur son smartphone et par contre, il ne sait pas accéder à pourquoi. Je ne sais pas si c'est plus grave de ne pas savoir faire que de mal faire. Et on le voit dans la société d'aujourd'hui, mal utiliser les outils numériques, c'est-à-dire les réseaux sociaux, mais aussi autre chose, ça peut être très dangereux. Ne pas les utiliser, c'est aussi problématique. Dans ce terme d'inclusion numérique, j'ai aussi, qui dit inclusion dit exclusion, parce qu'il n'y a pas de zone grise. Où on est inclus, où on est exclu. Et ça me dérange énormément. Parce que la vérité, l'équilibre, c'est souvent la zone grise entre les deux. Est-ce qu'on sera pleinement inclus dans le numérique? Jamais. Il va trop vite. Mais est-ce qu'on est totalement exclu? Même les grands-parents savent utiliser, on leur a montré où il faut appuyer, hein. Ils savent utiliser WhatsApp en général, malheureusement, mais ils savent l'utiliser pour aller discuter avec les petits-enfants. Donc, ça veut dire que quelque part, personne n'est totalement exclu, très peu de gens, mais personne n'est totalement inclus non plus. Donc, peut-être qu'il faudrait un peu réfléchir à comment on va définir cette chose. On ne va pas dire qu'est-ce que c'est l'inclusion numérique, parce que sinon on en a pour la journée, et encore, ça ne sera pas suffisant. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire du numérique et en quoi c'est une opportunité? Et pour les territoires ruraux, je vais rappeler quand même que les territoires ruraux, c'est 90% du territoire et un tiers de la population. C'est pas rien. Pour les territoires ruraux, c'est une opportunité. Une opportunité si, bien sûr, on a accès au réseau, déjà. Parce qu'une fois que j'ai accès au réseau, si je suis formé un petit peu, j'ai autant de chances que mon voisin, que la personne qui a des revenus bien supérieurs à moi, etc. Je suis égale. À partir du moment où je sais m'en servir et où je sais ce que je veux faire, j'ai les mêmes chances et les mêmes opportunités que chacun. Et en ça, le numérique est une chance énorme si on arrive à s'en servir comme il faut et si on sait proposer les bons services. Aujourd'hui, tout le monde sait utiliser le numérique commercial. Ouais. Quasiment tout le monde. Oui, Certains n'y vont pas, etc. Mais le numérique qui va me libérer parce qu'il m'amène la culture, il m'amène la connaissance, je vais piocher, mais est-ce que je sais reconnaître un bon site d'un mauvais site? Et c'est ça l'inclusion numérique, c'est tout ça. Pour nous, au niveau des territoires ruraux, qu'est-ce que c'est? On voit des services qui s'en vont. Les services, est-ce qu'ils s'en vont parce qu'il y a le numérique qui arrive? Est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf? Je ne crois pas. C'est la société. On est comme ça aujourd'hui et le numérique est là. Est-ce que on va pas chercher à savoir pourquoi, comment, mais c'est une opportunité à prendre, mais l'humain doit rester au centre. Et ça, on le voit dans les mairies. Dans les mairies, c'est quoi? C'est la problématique, la fibre arrive, comment on déploie? La majorité des élus n'ont pas eu la connaissance. Je ne parle pas de la technique, je parle même des enjeux. Qu'est-ce que c'est? En quelques phrases, on peut résumer simplement qu'est-ce que va m'apporter le très haut débit et pourquoi il est indispensable si on veut être dans la société de demain. Si je veux que moi, ma grand-mère, elle puisse prendre son téléphone que je lui ai acheté
et juste lui parler, même pas pianoter dessus, juste lui parler pour faire ce qu'il faut, eh ben, il faut du très haut débit. Donc, l'importance du très haut débit. Il y a quand même encore des communes qui refusent le passage de la fibre, hein. Après, la 4G et la 5G. Oui, Il y en a. il y en a. La 4G et la 5G, c'est pareil, c'est du Non très pas haut ça, débit. C'est un très haut débit, mais à couverture différente. Et il ne remplacera pas la fibre. On n'a pas exactement les mêmes choses. On a vu la résilience des antennes vis-à-vis, par exemple, des feux de forêt. C'est dramatique. C'est dramatique. On n'a plus de réseau. D'accord. Si l'antenne est prise, il n'y a plus rien. Donc, on voit que ça suffit pas. Par contre, la 4G, 5G, il manque des antennes. Le New Deal, ben, il faut faire un bilan. Oui, M. Chaise avait dit, on fait un bilan, on voit où on en est aujourd'hui, et puis on verra ce qu'il nous faut pour demain. Il faut faire un bilan, et financier aussi, parce que aujourd'hui, on a implanté des antennes, et il y a des antennes qui sont revendues à des, on en parlera à un autre moment, qui sont revendues à des opérateurs privés, et ça, demain, c'est un nouveau désert qui arrive, alors que c'est l'État, donc c'est nos deniers qui ont payé cette antenne. Il y a encore des communes qui refusent d'avoir une antenne sur leur commune ou qui desservirait leur commune, parce que plutôt chez les autres que chez moi, mais allez dire aux administrés, ben, votre maire, il n'a pas voulu l'antenne, je ne suis pas sûre que ce soit très populaire. Voilà, parce que aujourd'hui, on veut pouvoir en profiter. Et ça, c'est vrai dans les territoires ruraux, parce que en ville, on ne se pose pas la question. Non. Donc, demain, les territoires ruraux et le numérique, ben, c'est 100% gagnant. 100% gagnant si on a les réseaux fiables, pérennes, et ça, c'est hyper important, et que tout le monde soit connecté, parce que la fibre pour tous, c'est ce qu'on nous a vendu, et c'est ce qu'on a du mal à obtenir, toutes les associations d'élus. Il y a Michel qui est par là. On se bat pour obtenir cette fibre pour tous. Parce que faut pas rêver, les solutions de remplacement, ça sera pas la même chose. Voilà. Et demain, le monde de demain, c'est l'IA. Et l'IA, elle a besoin d'un réseau performant. Voilà. C'est impératif. Voilà. Ça s'intègre dans nos vies. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, c'est un fait. Maintenant, c'est à nous de savoir nous l'approprier et en faire ce qu'on veut. C'est un outil. On ne doit pas le subir. Il doit répondre à nos besoins. Donc, définissons bien nos besoins. Donc, tout ça, ça passe par de la compréhension. Et la compréhension, ça veut dire de la formation. Formation des élus, formation des agents. Aujourd'hui, il y a des agents qui utilisent depuis 20 ou 30 ans l'outil numérique et qui regardent encore leurs mains bouger la souris alors que la personne, elle fait des payes depuis... voilà. Donc, à un moment, il faut se poser la question et il faut que les élus arrêtent de croire que les agents, ils sont nés en sachant utiliser le numérique. C'est pas vrai. Ils sont aussi désemparés que vous. Et c'est pas parce que ça fait 20 ans qu'ils sont devant un ordinateur que ça va marcher. Et du coup, on s'est enfermé en plus à cause de ça dans des solutions qui sont propriétaires et pas spécialement très ouvertes et qui mettent en péril la souveraineté de nos données. Et aujourd'hui, dans notre monde, parce qu'un élu, ça doit se projeter sur le monde de demain. Le monde d'aujourd'hui, il est là, on le gère, mais le monde de demain, il faut le réfléchir. Avec tous les acteurs de la société. On n'a pas la science infuse, mais on doit projeter, et c'est la politique qui est donnée, qui est impulsée au niveau national, mais aussi au niveau local, qui va nous permettre de rentrer dans ce monde de demain de manière éclairée. Donc, formons nos élus de manière correcte et formons nos agents à la compréhension et pas juste au clic sur la bonne case pour pouvoir accéder à faire ce qu'ils ont à faire. Voilà. Il faut être plus ouvert, plus éclairé et rattraper ces 40 ans sans formation sur un outil indispensable aujourd'hui. Merci beaucoup Judith Ardon. Combien d'habitants Nogaret? 100 habitants. Tout rond. On connaît tout le monde vient nous voir. On est un peu la solution. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, on va voir le maire. Mais le maire, comme je dis, le maire ne peut pas tout faire. Par contre, il peut essayer de trouver la réponse. Le maire doit accompagner. La secrétaire doit accompagner. On doit tous accompagner et on doit tous. C'est le numérique, c'est l'opportunité justement de l'intergénérationnel. Certains savent utiliser les services, comprennent ce que c'est Pôle emploi, comment ça fonctionne, ils comprennent. Mais ça sert à quoi un numéro de sécu? Et ça bouffe quoi? Ça, ils savent faire les anciens. Enfin, nous. Oui, c'est nous les anciens, oui, déjà. Mais par contre, aller savoir comment utiliser l'outil, ça, ils savent pas. Donc, des jeunes, des vieux là-dessus,
c'est fabuleux. On peut faire plein de choses. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Judith Ardon. Bernard Delcros, on l'a entendu, hein, vous avez fortement travaillé également avec Frédéric Espagnac sur la question des France Services. On y reviendra. Je pense que côté ANEM, il y a une certaine satisfaction par rapport à ce dispositif. Faut peut-être pas la cacher, mais on peut peut-être aller plus loin. Mais plus largement, aujourd'hui, je précise également que vous êtes président du Parlement rural français. Tous les pays d'Europe ont leur Parlement rural. Chez nous, c'est vous le président, et vous avez mis en place notamment aujourd'hui un institut des études rurales. Enfin, voilà, il y a un projet pour comprendre ce que disait Judith Ardon, c'est-à-dire ce monde de demain. Comment vous regardez, vous, au Parlement rural et en tant que sénateur du Cantal et sur le terrain, cette question de l'inclusion numérique? Alors, le Parlement rural français, en lien, vous l'avez rappelé, avec d'autres pays de l'Union européenne et avec le Parlement rural européen, nous sommes très mobilisés sur les questions du numérique en général et des usages en particulier. L'enjeu est crucial. C'est un véritable enjeu, ça a été dit, de politique publique européenne, nationale et locale. C'est un enjeu d'aménagement du territoire, c'est un enjeu de cohésion sociale, de cohésion nationale, c'est un enjeu d'égalité des chances. C'est ça l'enjeu du numérique. Vous l'avez dit tout à l'heure, environ un tiers de la population, 30%, un tiers de la population, ça dépend où on met le curseur, n'a toujours pas les clés pour s'inscrire dans l'ère du numérique. Ça veut dire des difficultés pour accéder aux démarches dématérialisées, de plus en plus nombreuses et complexes, comme le rappelait Bruno Faure. Ça pose la question des difficultés pour l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, l'accès à la culture et à beaucoup d'autres domaines, à l'emploi et aussi au droit. Et du coup, ça a été dit, des personnes qui renoncent, qui ne peuvent pas accéder finalement à leurs droits. Donc tout ça, ça crée un sentiment chez ces gens-là d'être exclus de la société, plus encore en rural qu'en milieu urbain. Ça existe partout, mais on est en gros à plus 8% en milieu rural. Ça crée un sentiment d'être exclu de la société et finalement de ne pas avoir les mêmes droits et les mêmes égalités d'accès aux chances que les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, ne pas pouvoir utiliser les outils numériques pour accéder à tous ces services et à ces droits, c'est la même difficulté qu'au début du XXe siècle pour les gens qui ne savaient pas lire et écrire. C'est aussi, pour moi, on en est au même niveau de difficulté et du coup de ressenti. Quand le numérique est arrivé, on appelait ça les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans les territoires ruraux, Bruno Faure le rappelait, dès 1998, on y a vu une véritable opportunité. Parce que éloigné des grands centres, des grands équipements, de l'emploi aussi, avec des jeunes qui partaient vers les centres urbains, là où se trouvait l'emploi, des territoires isolés, parfois enclavés. On avait bien senti qu'avec le numérique, d'une certaine façon, on effaçait les distances et qu'on pouvait, dès lors que les infrastructures étaient au rendez-vous, communiquer avec le monde entier à tout moment, où qu'on soit, accéder aux services et du coup aussi accéder à l'emploi. Parce que par le télétravail, par la possibilité de créer son entreprise et de travailler à distance. On y a vu une vraie opportunité. Le département s'est mobilisé, et d'autres acteurs et d'autres départements au sud. Et puis, avec le recul, je dis ça pour préparer l'avenir, pas pour reparler du passé, j'ai le sentiment qu'on a loupé un peu de rendez-vous, en tous les cas, on a pris du retard. Le premier a été sur les infrastructures. Parce que si au niveau national, il y avait une vision d'aménagement du territoire, et si on avait saisi cette opportunité pour les territoires ruraux, l'État aurait joué son rôle de régulateur et aurait veillé à ce que les infrastructures se déploient à la même vitesse, au même rythme, dans tous les territoires de France, urbains ou ruraux. Qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé faire les opérateurs qui, évidemment, ont investi dans les territoires les plus peuplés, là où il y avait une viabilité, on va dire, économique. Et du coup, après coup, à travers des plans nationaux, la France très haut débit, mais aussi l'engagement fort des collectivités, et pour notre région, la région Auvergne et le département et les 4 départements d'ailleurs de l'Auvergne et le département du Cantal, on a des financements spécifiques. Donc c'était un peu le régime de la double peine. Parce qu'on accédait à ces services, à ces infrastructures avec retard, et en plus il fallait que localement on puisse payer alors qu'on a affaire aux collectivités qui sont les plus fragiles financièrement. Mais ça a été fait. Le retard est pas rattrapé, pas tout à fait, mais j'en discutais avec le président du département tout à l'heure qui me disait, voilà, c'est une question de mois pour que 100% à peu près des Cantaliens soient fibrés. Donc on a rattrapé ce retard, mais je veux signaler ce rendez-vous loupé
par manque de vision d'aménagement du territoire à l'échelle nationale, parce qu'il y aura d'autres progrès techniques sur lesquels il ne faudra pas qu'on commette les mêmes erreurs. Bon, aujourd'hui, on peut dire que le retard est à peu près rattrapé, que est en train de se rattraper, que cette affaire des infrastructures est derrière nous. Et puis, il y en a eu un second sur les usages, et je vais insister là-dessus, par défaut d'anticipation. Parce qu'en fait, le numérique est arrivé, s'est développé, on a développé les infrastructures au rythme que j'ai rappelé, mais on n'a pas anticipé finalement la question des usages, la nécessité de préparer les habitants à pouvoir utiliser cet outil formidable et utiliser le numérique. Et on n'a pas anticipé les effets dévastateurs, et c'est tous les sujets que vous venez d'évoquer les uns les autres, de l'exclusion numérique et d'une nouvelle fracture sociale en fait qui se crée par la difficulté d'accéder et d'utiliser ces outils pour le geste quotidien de la vie et pour les démarches d'ailleurs qui sont obligatoires. Donc je pense qu'aujourd'hui l'enjeu, il reste un peu sur les infrastructures, mais c'est plutôt derrière nous, mais il est vraiment sur les usages et du coup sur l'inclusion numérique. Alors il y a un certain nombre de plans qui ont été mis en place. Vous avez rappelé le plan France numérique ensemble 2023-2027, je ne me trompe pas. Il y avait eu le plan numérique avant, il y a eu des initiatives locales, il y a eu des initiatives au niveau de l'Europe aussi sur ces sujets-là, et notamment sur la question des personnes handicapées en situation de handicap qui ont des difficultés pour accéder. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives. Je pense que, j'en arrive un peu aux propositions parce qu'on a quand même travaillé sur ces sujets, il n'y a pas une solution unique et miraculeuse qui réglera tout. C'est une somme de solutions. En tous les cas, nous sommes convaincus qu'il faut absolument renforcer et développer l'accompagnement numérique dans la proximité, sur le terrain. Ça a été évoqué par les uns et par les autres, et l'espace public numérique d'Aurillac en est un bon exemple. Donc c'est là, sur le terrain, par de l'accompagnement humain, et effectivement je rejoins ce que vous dites, le numérique ça ne remplace pas l'humain. On a besoin d'ailleurs de l'humain pour accompagner et réussir l'inclusion numérique. Je pense qu'il faut, vous l'avez largement évoqué tout à l'heure, il faut renforcer le rôle des maisons France Service en formant davantage les agents d'accueil, les conseillers numériques, les conseillers France Service maintenant, puisque c'est leur nom, à accompagner, à avoir cette sensibilité, à réussir cette inclusion numérique chez les usagers qui vont en France Service, et ils sont nombreux. Avec les France Service, on a finalement remis de l'humain au cœur des relations entre les services et les usagers. Et donc, il faut utiliser cette opportunité formidable pour avancer davantage sur l'inclusion numérique. Vous avez évoqué les conseillers numériques. Ça a été une belle initiative, c'est de la médiation numérique. Il y en a aujourd'hui à peu près 4000. Mais ces emplois ne sont pas du tout, vous l'avez rappelé, ne sont pas du tout à ce jour garantis pour l'avenir, ne sont pas du tout pérennisés. Il faut absolument continuer à développer ces missions et ces fonctions de conseiller numérique, évidemment, pour couvrir le territoire. Ils sont portés par les collectivités, mais soutenus financièrement de manière importante par l'État. Il faut donner de la visibilité pour que ces conseillers numériques puissent s'investir dans les territoires et faire cet accompagnement numérique et réussir aussi l'inclusion numérique. C'est un sujet important. Et là, on voit bien que ça concerne à la fois les collectivités qui sont employeurs, mais les collectivités ne pourront maintenir ces emplois que si les aides de l'État sont au rendez-vous. C'est un enjeu, encore une fois, crucial. C'est pour ça que quand on parle d'enjeux de politique publique, c'est ça. La collectivité joue le jeu, mais il faut qu'au niveau national, on joue le jeu sur le financement et la visibilité. On ne peut pas d'un côté dire l'inclusion numérique, c'est une priorité nationale, c'est une grande cause nationale. En tous les cas, je pense qu'il faudrait le déclarer comme ça, parce que c'est aussi important, je le dis, que savoir lire et écrire il y a quelques décennies, mais il faut aussi y mettre les moyens. D'autant que la plupart de ces conseillers numériques sont en territoire ruraux, pas tous, mais la plupart, et que là aussi, on est face à des collectivités qui sont financièrement fragiles, on va dire. Je pense, je crois que vous l'aviez évoqué, je pense aussi qu'il y a tout un travail à mener sur la formation des agents dans toutes les administrations et dans les différents services, que ce soit bien sûr France Travail, mais la CAF, la Sécurité sociale, les mairies. Vous l'avez évoqué, évidemment, le rôle de la mairie dans les petites communes, il est essentiel. Et le premier réflexe d'un usager, c'est d'aller à la mairie quand il a un problème. Mais sauf que les secrétaires de mairie, elles ne sont pas préparées à cette sensibilité d'inclusion numérique, on va l'appeler comme ça. Donc, il y a tout un travail de formation à faire pour, évidemment, les conseillers France Service, j'en ai parlé, mais dans beaucoup d'autres services. Et tu évoquais les combats que tu menais avec les travailleurs sociaux. Voilà, donc c'est un bon exemple. Il y a de la formation à faire auprès des agents. Je pense qu'il faut aussi préparer la jeunesse, et donc ça concerne notre système éducatif. Je ne vais pas être trop long, mais il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Et puis, il y a des choses toutes simples. La défenseure au droit a fait un certain nombre de remarques et de propositions, si je peux dire. Des choses tout simples qui ne coûtent rien. Il faut simplifier les procédures.
parce que vous avez raison. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même assez agiles avec le numérique, qui font beaucoup de choses avec le numérique, qui font leur déclaration de revenus avec le numérique, mais lorsqu'il s'agit de faire une demande de prime rénov', c'est tellement compliqué qu'ils n'arrivent pas au bout. Donc, franchement, on a l'impression que ces procédures-là, elles ne sont pas faites en tenant compte des usagers. Donc, il faut se placer, comme tu le disais, du point de vue des usagers pour mettre en place ces dispositifs. Donc, il y a des simplifications dans les procédures. Ça, c'est absolument évident et je pense que ça peut se faire assez facilement pour que ce soit plus intuitif, plus facile d'accès. Je pense aussi que pendant un temps donné, qui peut être de 50, 10 ans, 20 ans, j'en sais rien, la démarche dématérialisée ne peut pas être unique. Vous avez aujourd'hui des obligations qui sont faites pour lesquelles la seule voie possible est une démarche dématérialisée. Par exemple, pour déclarer son patrimoine. Tout le monde aujourd'hui doit déclarer même sa maison, son patrimoine immobilier. C'est obligatoirement une démarche dématérialisée. Je pense que dans une période peut-être transitoire, peut-être un jour, avec les nouvelles générations qui arrivent, ces questions seront réglées. En tous les cas, je pense que pour l'instant, il faut toujours avoir une solution alternative par le papier pour sécuriser et protéger les gens. Je pense aussi, c'est des choses toutes simples, et je vais m'arrêter pour pas être trop long, je pense aussi que il faut protéger les usagers. Quelqu'un qui commence une démarche, il n'y arrive pas, ça bloque. À un moment, il ne peut pas être tenu comme responsable de ne pas l'avoir fait, hein, et être sanctionné ou pénalisé. Donc là aussi, c'est des choses simples, mais qu'il faut à coup sûr améliorer. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, pour faire simple et pour conclure, il faut vraiment les infrastructures, il faut finir évidemment, et on arrive au bout, et il faut le finir le plus vite possible. Encore une fois, les collectivités ont été au rendez-vous. Et deuxièmement, il faut accélérer la question de ce que vous appelez l'inclusion numérique, et surtout, ne pas louper le prochain rendez-vous qui arrive, qui peut être aussi utile à la ruralité, qui est celui de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que j'ai parlé des rendez-vous loupés tout à l'heure sur l'arrivée du numérique. Demain, c'est l'intelligence artificielle. Il faut qu'il y ait une prévision nationale sur ce sujet-là, dans une logique d'aménagement du territoire, pour que la ruralité puisse bénéficier au maximum de l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est un enjeu majeur pour l'avenir, parce que les techniques, elles progressent toujours, elles évoluent toujours. Et donc, il ne s'agit pas d'aller contre ces évolutions, mais il s'agit de faire en sorte qu'on puisse les utiliser au bénéfice des territoires et des usagers. Voilà, merci beaucoup. Merci Bernard Delcros. Alors Bernard disait à l'instant, bon, les infrastructures, c'est presque derrière nous. Je vais être obligé de mettre un bémol sur dans la montagne, je crois je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les raccordements l'eau est complexe, c'est pas mal dans les montagnes, justement. Je vous laisse nous donner ce point de vue-là. Je voudrais dire... J'ai oublié de saluer Frédérique Espagnac, excusez, qui est sénatrice. Et donc, évidemment, je travaille avec elle au quotidien au Sénat, avec aussi Stéphane qui est à nos côtés aujourd'hui, avec laquelle on a beaucoup travaillé sur tous ces sujets de ruralité, de ZRR, je n'y reviens pas, c'est pas le sujet du jour, et aussi de France Service. Non, France Service. Déjà, mais bonjour à tous, le plaisir d'être ici, parce que pour tout vous dire, j'ai été élue sénatrice en 2011, et depuis 2011, je me dis, il faut absolument que je puisse un jour venir assister. Et c'est pour ça que je suis ravie. En tout cas, merci au nom de l'Association nationale des élus de montagne, et c'est vrai que c'est un plaisir. J'ai trois petits points pour vous dire pourquoi c'était important pour moi d'être là aujourd'hui. Le premier, ce que vous ne savez pas, c'est qu'avec Bernard et Stéphane, d'ailleurs, que je salue évidemment aussi, nous sommes tous les trois la commission des finances du Sénat. Et donc, il se trouve que je suis le rapporteur budgétaire du plan très haut débit au niveau national pour le Sénat. Premier point. Le deuxième, c'est ce qu'a dit Bernard. Je précise, France Service, c'est lui. Et au Sénat, c'est lui qui fait les évaluations, notamment de cet engagement financier. On a travaillé ensemble sur justement toute la dynamique qu'on souhaitait en tout cas préserver sur les ADR. On l'a dit, mais avec tout ce que ça veut dire aussi justement sur l'engagement, à la fois sur le social, sur la désertification médicale, à la fois sur tous les avantagements financiers pour justement, qui sont évidemment liés, et je vais le dire aussi après, avec toute la question du numérique. Le troisième, c'est que je viens de rendre un rapport à Rachida Dati, monsieur le président du conseil départemental, vous m'avez parlé, sur justement l'accessibilité de la culture en milieu rural, dans le cadre du printemps des ruralités. Et donc, c'est un espèce de triptyque qui fait qu'aujourd'hui, je trouve du sens à être là avec vous. Vous êtes à votre place. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Peut-être pour ne pas répéter ce qui a été dit, mais en complément. Je vais être un peu plus négative, et puis je vais terminer sur une dose positive. Négative, pourquoi ?
et je vais prendre ma casquette sénatrice d'abord avant vice-présidente de l'association des élus de montagne. On a parlé des infrastructures. Bien sûr que beaucoup de choses ont été faites, heureusement. On a fait d'ailleurs avec la Banque des Territoires, avec l'ANEM, un sondage avec l'IFOP sur la perception, en tout cas, de la vie en montagne et en ruralité et partout en France, sur l'accessibilité aux services publics. Et d'ailleurs, ça a été la critique majeure qu'on a ressentie, même si ils ont le sentiment, les Français, nos concitoyens, que justement le déploiement se passe bien. Et moi, je vais faire un premier coup de gueule, si vous m'autorisez, puisque je vous rappelle que nous sommes dans une situation politique un peu compliquée et je crois qu'il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'envie de nos concitoyens et la raison, comme vous l'avez dit à juste titre, c'est le fait d'être dans la projection et dans le fait de préparer l'avenir. Nous sommes dans la gestion du quotidien, mais nous sommes aussi là en tant que parlementaires et élus pour préparer l'avenir des plus anciens et des plus jeunes. Et la question qui se pose à nous, c'est quoi? C'est que nous avons un budget qui arrive. Et il se trouve qu'en tant que rapporteur du budget de 2024 sur le haut débit, je rappelle que, peu de gens le savent, l'État, le gouvernement, je n'y mettrai pas de politique, avait demandé de retirer un certain nombre d'engagements financiers, hein, on va se le dire, en disant c'est pas grave parce qu'on a du retard, on a suffisamment de crédits pour faire justement les déploiements qui sont prévus, et donc ça sera en 2025 que nous remettrons ce que nous avons ponctionné sur le budget 2024 et qui était néanmoins prévu, puisque je vous rappelle que l'objectif c'était 2025 sur la couverture en France. Bah, il se trouve qu'aujourd'hui, non seulement on a ponctionné les crédits qui étaient prévus en 2024, mais en plus, on est parti pour soit ne pas voter le budget, soit le reconduire à l'identique. Ce qui veut dire que par rapport aux objectifs qui ont été mis sur la table, et c'est pour ça que je vous alerte les uns et les autres, nous n'avons pas l'argent pour tenir les objectifs qui ont été posés. Je ne parle même pas de les accélérer, je ne parle même pas potentiellement, je parle juste du déploiement qui est prévu aujourd'hui par l'État. Et nous n'avons pas le financement à ce jour. Et donc, je fais cette petite parenthèse qui n'est pas négligeable, puisque c'est le premier sujet sur lequel nous allons nous mobiliser ensemble, et j'aurai le besoin de l'aide de mes deux compères qui sont ici, puisque au-delà des questions politiques et transpartisanes, c'est un enjeu majeur, comme cela a été dit. Je parle d'abord du déploiement donc, des infrastructures. Ceci est vrai également dans le budget que nous allons regarder ensemble sur le financement hein, justement des usages et donc de l'inclusion. Deuxième chose, je vais peut-être maintenant plus parler du territoire de montagne en complémentarité du territoire, puisque je rappelle que donc, nous sommes dans le Cantal, je crois que vous avez 270 à peu près communes, toutes les communes sont donc classées montagne, et c'est vrai que dans un certain nombre d'endroits, la montagne est un peu différente. Pourquoi? Parce qu'il y a l'enneigement, il y a aussi aujourd'hui de plus en plus de problématiques liées au climat et à l'évolution, et donc, potentiellement, on a vu des feux, on a vu un certain nombre, comme vous l'avez évoqué. Et donc, les problématiques d'entretien des réseaux, il y a l'installation qui est plus compliquée, on sait qu'elle coûte plus cher, elle est aérienne, souvent, la fibre aujourd'hui est aérienne. La question dans l'enfouissement dans certains endroits est indispensable, sauf qu'elle a un coût magistral, et on le voit bien que même si je félicite tous les opérateurs qui sont des partenaires essentiels dans le déploiement, bah, je vois bien que certains me disent le dernier kilomètre dans certains endroits, ça a un coût énorme. Et donc, on vient chercher les collectivités, les communes, les départements, qui sont eux-mêmes aujourd'hui dans une situation financière qui est très compliquée. Et donc, c'est là aussi la question qui se pose. C'est-à-dire que, plus en montagne qu'en ruralité, mais en montagne, paradoxalement, les derniers kilomètres vont être ceux-là qui vont être les plus durs. Or, c'est évidemment, et je rappelle quand même que nous avons beaucoup de communes montagnardes aujourd'hui dans ce territoire, contrairement à ce qu'on peut penser en France. La vie et l'activité y est essentielle, et on voit bien que la préservation de l'accessibilité à tous les niveaux, mais je vais donner un petit exemple, et je m'en excuse. On parlait tout à l'heure, quelqu'un parlait, je crois que c'était Total Énergie, sur l'agriculture. Chez moi, il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait des usages, obligations, télépack. Quand vous n'avez pas en montagne la connexion, et qui aujourd'hui est la seule solution pour faire sa déclaration, comment on fait? Comment on fait le paysan? La question n'est même pas d'avoir un meilleur rendement de son exploitation, c'est comment déjà il déclare. Et donc s'il n'a pas les outils pour le faire, c'est compliqué. Mais quand par malheur, parce qu'il commence à peine, il ne coche pas la fameuse case qui permet c'est tout l'accompagnement de la PAC de Bruxelles qui tombe. Et quand par malheur, il y a eu un incendie avec la sécheresse et autres,
et ben là, il passe à côté de toutes les aides que d'autres pourront avoir. Alors que paradoxalement, il est peut-être plus impacté que son voisin. C'était à un clic près. Voilà. Je m'en excuse, mais c'est. Donc après, bien sûr, avec Internet, on a toute la problématique de la production et autres. Je ferme la parenthèse, mais c'est pour montrer l'usage. Maintenant, on va parler des enfants de la même façon en montagne, en neigement et autres, et en ruralité. L'accession à l'éducation est essentielle. Et pour toutes les raisons que Madame la maire et Bernard viennent de dire, si on loupe auprès des plus jeunes, parce que évidemment la question c'est de gérer malheureusement ceux qui ont loupé le train ou parce que nos générations les plus anciennes, juste titre vous l'avez dit, heureusement qu'on a, même si c'est du WhatsApp ou autre, mais ce lien générationnel et intergénérationnel entre les enfants et les petits-enfants est essentiel et ça permet encore ça. Mais je fais une parenthèse, j'y reviens, je m'excuse, je suis un peu déconstruite, il va m'en vouloir. Mais essentiel, en tout cas, c'est pour aujourd'hui permettre à tous les enfants qui sont d'ores et déjà dans des situations qui ne sont pas dans l'égalité, dans l'accessibilité à l'éducation, dans l'accessibilité à la culture, l'éducation prioritaire, en tout cas, dans tous les cas, dans tout ce que ça veut dire, ben, comment on fait? Comment on fait si le simple fait, tout simplement, de se brancher n'est pas faisable? Comment on fait quand on a les devoirs à l'école et que l'enfant qui est en milieu rural ou en montagne ne peut tout simplement pas se connecter, ne peut pas avoir accès aux cours à distance, ne peut pas avoir. Voilà, tout ça, c'est aujourd'hui, on en est là. Et donc, c'est de la même façon que la question des politiques publiques sur l'électrification de la France à un moment donné, et d'ailleurs, la question aurait pu se poser tout à l'heure, vous l'avez dit, sur le New Deal mobile. J'ai fait un rapport avec, pas avec Patrick Chess, pour le coup, mais avec un de mes collègues qui s'appelle Thierry Kozik, sur l'évaluation du New Deal que nous avons fait sur justement l'engagement financier de l'État. La question est, en effet, bien sûr, quelle est la deuxième vague? Et est-ce qu'il y en aura une? Et est-ce que financièrement, on va pouvoir le faire? Je reviens à la question du budget. Or, elle est essentielle. 12 ou 10 pylônes par an, ça ne suffit pas sur un territoire tel que nous l'avons les uns et les autres. Il est essentiel d'accélérer, là aussi. Et donc, la question se pose à nous tous. Peut-être je vais vous laisser me poser d'autres questions parce que je me suis égarée en route, il faut que vous me recentriez. Excusez-moi. Vous avez juste lancé et vous êtes parti, ne vous freinez pas. Juste dire aussi quand Il y même. avait la question, vous allez aborder les aspects positifs. Quand même. Alors, les aspects positifs, on va y venir, évidemment, mais juste quand même, vous alertez néanmoins sur la dernière chose, c'est qu'on voit bien que le déploiement se fait là aussi au ralenti. Malheureusement, il est parti à toute vitesse. Oui. Et néanmoins, dernièrement, on le voit, ça se ralentit. Donc, c'est là aussi une alerte qu'il faut, voilà. Donc, je vais rester sur maintenant, revenir sur le positif. Dans tous les cas de figure. J'ai envie de dire, on a parlé éducation, on a parlé agriculture, on a parlé culture. Pour amener la culture à proximité, pas que, en effet, le Louvre avec les microfolies, mais aussi permettre aux jeunes d'aller dans les festivals, de se déplacer et tout. Paradoxalement, la question de la mobilité peut se poser aussi, essentiellement, et se résoudre grâce à Internet. Pourquoi? Parce que le service à la demande pour les personnes âgées aujourd'hui, ou potentiellement le covoiturage, ou pour les jeunes, voilà, aller ensemble organiser un accès à la culture, ou même pour les enseignants, leur permettre aussi, voilà, tout ça aujourd'hui font partie de ces usages qui sont essentiels, mais je m'en excuse. La question aujourd'hui, c'est que si là encore les infrastructures n'ont pas été au bout, c'est justement le milieu montagnard, le milieu rural qui sera d'autant plus impacté. Et justement, voilà. Excusez-moi, je me suis perdue en route. Donc, sur les aspects positifs, on parlait justement de cette nouvelle présence avec France Service. Oui. Je sais que du côté de l'ANEM, ça a été regardé assez positivement, comme quelque chose d'encourageant, mais peut-être pas suffisant. Si, alors c'est vrai que, encore une fois, ce n'est en complémentarité, hein, on l'a bien dit, ça ne peut pas être en substitution. Pas à la place. Hein, voilà. Et dans tous les cas de figure, on le voit aujourd'hui avec la Poste, donc les camions jaunes, tel que ça a été évoqué aussi, dans tous les cas de figure, dans le côté, en tout cas, du France Service mobilité quelque part, puisqu'en montagne, c'est vrai qu'on a encore peu de points de France Service, même si on y a travaillé. Et c'est vrai que l'accessibilité par rapport à un France Service mobile qui se déploie petit à petit, en tout cas qui a été expérimenté, est une réussite majeure. Et c'est vrai que on a été très surpris justement de l'accueil de la population, et on voit bien la demande et le franc succès, et même le fait tout simplement de ressortir, d'aller au contact, de justement revenir sur la place publique, et aussi d'amener les services aujourd'hui sur la place publique du village. Et ça, c'est essentiel, et on le voit bien, et la demande est considérable, que ce soit, et vous l'avez dit à juste titre, les plus jeunes, mais les plus anciens. Et je pense aussi qu'il faut être lucide sur le fait que dans nos territoires aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui ont envie de rester.
On a de plus en plus de jeunes qui ont envie de créer. On a de plus en plus de jeunes qui qui créent des entreprises, de l'activité. D'ailleurs, ça peut être aussi sur le numérique, mais pas que. Et c'est aussi une solution pour pouvoir rester et aussi, j'ai envie de dire, faire vivre nos territoires. Et donc, plus que jamais, cette mobilité-là à tous les niveaux, que ça soit sur France Service, que ça soit sur les questions sociales, que ça soit sur la Poste, que ça soit sur les plus anciens aussi, c'est aussi aujourd'hui une nécessité, en tout cas, dans le lien qui est indispensable à retisser. On l'a vu, je m'en excuse, je fais peut-être plus de politique que mes collègues, pas politicienne, ne sait pas ce que je veux dire. Et quand on voit les élections et les résultats des élections, il faut comprendre le coup de gueule des citoyens qui vivent aussi dans ces territoires et qui ont le sentiment que tout ça leur échappe. Paradoxalement, tous ces services, et je le dis avec, en tout cas en saluant le travail de la Banque des territoires et les investissements qui sont accompagnés, ce sont des expérimentations qui au final sont évidemment à faire perdurer, mais qui sont justement des coups d'essai à transformer. Et donc, en tout cas, je tiens à les féliciter parce que l'engagement, en tout cas, que ce soit de la NCT ou potentiellement la Banque des territoires, est majeur pour la revitalisation de nos communes. Excusez-moi. Merci. Attendre. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame la sénatrice. Madame le préfet, comment on dit le sous-préfet, c'est ça, Élodie Marot, qui a rejoint donc récemment le département du Cantal. Élodie, on vous a demandé de nous faire un petit topo, un point d'étape sur France Numérique Ensemble, la mise en place des gouvernances partagées, parce que ça, c'est en route. Les affaires courantes, comme dirait l'autre, continuent et doivent avancer. Il y a le plan France Très Haut Débit qui continue, on l'a vu, qui doit maintenant grimper dans les montagnes. Et puis, il y a France Numérique Ensemble. Alors, il y a combien de gouvernances partagées qui sont mises en place? Est-ce que c'est plutôt des départements qui pilotent, des régions, voilà, faites-nous un petit tour d'horizon. Alors effectivement, France Numérique Ensemble, c'est la nouveauté 2024 d'une certaine manière pour l'ensemble des départements et des politiques publiques de l'État. On l'a vu, si on revient un petit peu, ça a été dit en filigrane durant cette table ronde, on a eu un développement du numérique qui s'est fait par les opérateurs privés d'abord, avec des intérêts commerciaux qu'on peut comprendre. Ça a été compensé et c'est toujours compensé en tout cas par des politiques publiques qui sont partagées entre des finances État et des collectivités. Je pense que le fait que Ruralytique ait émergé dans le Cantal, Cantal qui est aussi un département rural, montagnard et assez éloigné finalement, on le dit souvent, la lutte contre le désenclavement et l'éloignement fait que cette problématique de l'accès au numérique était peut-être plus sensible dès le départ. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place par le département, le président le disait tout à l'heure, aussi par la ville d'Aurillac. Pour France Numérique Ensemble, nous, on a lancé les choses, donc on copilote la démarche avec le département qui nous suit dans l'ensemble des démarches et des politiques publiques qu'on a pu citer aujourd'hui, avec une première réunion qui a réuni plusieurs dizaines d'acteurs. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on avait des acteurs associatifs, des acteurs privés, des acteurs publics, des conseillers numériques, des tiers-lieux, différentes instances. Et la gouvernance, elle est aujourd'hui fixée? Parce que si je prends l'exemple du Lot-et-Garonne, aujourd'hui, le département est devenu chef de file de France Numérique Ensemble. C'est un peu comme ça que ça se dit. On porte, aujourd'hui, c'est en train de se mettre en place? Exactement. Donc, on a une première réunion en début d'année avec Valérie Cabeka qui sera présente après-demain, je crois, sur une table ronde au début de l'année qui nous a permis de lancer l'étape de diagnostic. Et on profite justement de Ruralytique, donc jeudi après-midi après le salon pour faire le bilan de ce temps de diagnostic. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'initiatives et maintenant l'objectif c'est un peu de regarder ce que chacun et chacune fait pour voir où est-ce qu'on a des mailles dans le filet et comment on va aller plus loin. Effectivement, France Numérique Ensemble, il y a cette question de la gouvernance locale et c'est vrai que vous l'évoquiez tout à l'heure, la question de la proximité est essentielle parce que le numérique d'une certaine manière c'est assez antinomique. On a cette porte ouverte sur le monde, on peut être directement de l'autre côté de la planète et en même temps quand on n'a pas d'accès au numérique, on est nulle part et on se sent encore plus éloigné, encore plus ce qui est très loin devient proche, mais parfois ce qui devrait être proche devient très lointain. Exactement, donc ça nous fait un monde qui est d'autant plus complexe parce qu'avant on n'avait pas cette problématique-là et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans l'ensemble des politiques publiques, dans la formation des agents et il faut pas que ça devienne alors les médiateurs numériques sont une brique essentielle,
mais il ne faut pas que l'ensemble des services publics dans leur diversité repose ça sur les médiateurs numériques. Il faut que ça devienne un enjeu pour chacun, y compris, voilà, il y a de la formation continue qu'on doit bien sûr mettre en place pour nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on l'a aussi évoqué, on pense souvent aux seniors, c'est une problématique qui est réelle et d'autant plus dans le Cantal, où on voit bien quand on a les retours des conseillers numériques, on a à peu près 40% des accompagnements pour les seniors, mais on a un tiers pour les moins de 18 ans. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important et on le disait aussi, tout à l'heure et c'est vrai que, j'ai aussi, la mission d'accompagnement des services publics dans le département et en rencontrant les services des usagers, notamment de la direction des finances publiques, ils nous expliquent qu'ils ont aussi parfois des parents qui viennent avec, des jeunes, pour des démarches administratives, qu'ils ne maîtrisent pas du tout et c'est vraiment, une brique essentielle, qu'il faut qu'on travaille collectivement. Donc France Numérique Ensemble, il y a les questions de gouvernance, donc on est dessus, on partage, on travaille bien sûr avec les collectivités parce qu'on sait que c'est les élus locaux qui impulsent des dynamiques et qui sont au plus proche des réalités, de leurs concitoyens, donc c'est quelque chose d'essentiel. La question de la formation et peut-être aussi, on l'a évoqué un petit peu en filigrane, la question de la structuration des filières. La filière économique, autour des infrastructures, du numérique, technique, je vais le dire comme ça, mais aussi peut-être des filières métiers. Est-ce que médiateur numérique, c'est un métier? Est-ce que c'est un métier de service public? Est-ce que ça doit devenir une branche de service public? Voilà, c'est des questionnements qui, je pense que la société va se poser et qu'on va aussi, je pense, travailler dessus, collectivement et localement et c'est un plaisir de travailler sur ces sujets-là avec, les Cantaliens qui œuvrent au quotidien sur ces sujets et je fais un appel, aux experts qui nous viennent de France, de France aujourd'hui, n'hésitez pas à venir nous faire part de vos bonnes pratiques parce on est preneurs pour essayer d'avancer toujours plus sur ces sujets-là pour ne pas rater le coche de l'intelligence artificielle, monsieur le sénateur, et essayer aussi d'avancer au service des concitoyens parce que je pense qu'on est tous là pour ça. Alors peut-être pour conclure cette table ronde, merci à tous en tout cas pour vos échanges parce que je trouve ça très riche et en tout cas moi ça m'enrichit beaucoup et ça m'aide dans les missions qui sont les miennes. J'ose, il s'avère que Ruralitique, a priori, est toujours fort de nombreuses expertises. Donc, je me réjouis de la suite des échanges et de peut-être des prochaines tables rondes qui vont suivre. Merci beaucoup, Élodie Marot. Donc Bruno Faure, un dernier mot aujourd'hui dans cette construction d'une gouvernance partagée sur l'inclusion numérique. Vous êtes sur quelle position? Vous avez envie de prendre le leadership ou voilà, comment vous abordez ce sujet? Parce que je sais que vous êtes effectivement vigilant autour des périmètres de mission et que chacun fasse son travail. Oui, si j'osais, je disais, c'est celui qui dit qui paye, quoi. On est Voilà, dans le Cantal. on a compris des grands projets nationaux, mais peut-être avec moins de crédits que prévu, donc qui va finir par payer la note. Et j'allais dire sur l'animation, tout ce qu'on doit faire auprès de la population, oui, copiloter, oui, c'est d'ailleurs ce qu'on fait dans le département du Cantal. De toute façon, on est obligé, on est trop petits, nous, on se connaît tous. Donc, bien évidemment, on travaille en concertation. Mais tout à l'heure, on parlait des postes, des financements de postes, à se dire oui, on a des échéances et jusqu'à quand? C'est ça. Et ça va être des questions importantes et qui vont se poser somme toute rapidement. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, le département a manifesté la volonté effectivement de piloter, de copiloter toute cette mission-là. J'allais dire tant que nous pourrons. Merci beaucoup. On applaudit nos panélistes, s'il vous plaît. Et je vous invite